Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Lindsay Dora-Germain, conseillère aux relations avec les diplômés, et je suis très heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous inspirant. Les rendez-vous inspirants, c'est un moment unique pour découvrir le parcours extraordinaire de diplômés qui font une différence et d'avoir la chance de pouvoir leur poser vos questions. Donc, ce soir, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, nous mettons de l'avant des femmes exceptionnelles, professionnelles de la santé et soulignons la carrière de ces leaders inspirantes, influentes et humaines. Les diplômés que vous aurez la chance de rencontrer et d'entendre dans quelques instants ont reçu de nombreux prix et reconnaissances tout au long de leur carrière, notamment pour leur leadership dans le domaine de la santé, leur expertise, leur vision innovante et leur remarquable engagement social. Avant de commencer, je vous invite à poser vos questions en tout temps en utilisant le bouton Q et R situé au bas de votre écran. Lors de la deuxième partie de l'activité, nous tenterons de répondre au plus de questions possibles. Donc, bienvenue au rendez-vous inspirant des femmes d'exception en santé. Faisons connaissance avec nos diplômés. Je vais commencer avec Madame Sonia Bélanger. Bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, Lindsay, c'est un plaisir. Merci. Je tiens à préciser à tous les participants et participantes qu'avant l'événement de ce soir, on s'est entendu qu'on allait se tutoyer. Donc, ne soyez pas trop choqués, on va se tutoyer. Et je vais me permettre donc de commencer tout de suite en disant Sonia. Vous êtes infirmière de formation et vous avez complété une maîtrise en administration des services de santé à l'Université de Montréal en 1997. Pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et des raisons qui vous ont poussé à choisir ce domaine? Oui, alors, bien, écoutez, d'abord, permettez-moi de saluer Cathy et Tasnim. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Puis, oui, pourquoi j'ai choisi la profession d'infirmière? J'étais toute jeune, à cette époque, j'avais 16 ans et j'étais animée par une vision romantique de la profession, je dirais, guidée par un vif désir d'aider, d'être là pour les autres, de soigner, d'accompagner. Et par la suite, en fait, j'ai été plus attirée, je vous dirais, par la formation, par la gestion. Et j'ai donc complété un baccalauréat en sciences infirmières en 1990. Et par la suite, une maîtrise en administration de la santé au département d'administration de la santé. Et j'ai aussi complété un fellowship en lien avec le projet Force, qui est en fait un programme qui est organisé par la Fondation canadienne de recherche en santé et le Collège canadien des leaders. Pour moi, je dois dire que l'évolution de mon parcours professionnel est intimement liée aux formations que je suis allée chercher au cours de ma carrière. Et c'est vraiment, je dirais, un parcours qui est parallèle. Donc, en commençant comme infirmière, en étant vraiment attirée vers soigner les personnes, vers la profession infirmière, par la suite attirer davantage vers le désir d'améliorer les soins et services. Donc là, je suis passée à un rôle plus de monitrice, de formatrice, de cadre et finalement, le désir d'apporter, de faire une différence dans l'organisation du système de santé. Puis pour moi, c'est un incontournable. Mon passage à l'Université de Montréal, c'est un passage qui a été déterminant dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle. Et je suis très reconnaissante à l'université de tout ce que ça m'a apporté dans mon coffre à outils. Pour moi, je pense que je ne pourrais pas avoir le poste que j'ai aujourd'hui sans avoir eu toutes ces formations. La formation infirmière, il faut quand même que je vous mentionne que je suis encore infirmière aujourd'hui, malgré tous les postes que j'ai obtenus. J'ai toujours gardé ma licence d'infirmière. Pour moi, c'est une reconnaissance à la profession. Et puis, je suis très fière de porter ce titre d'infirmière et d'avoir fait ma scolarité à l'Université de Montréal par la suite. C'est tout à ton honneur. Donc, je dois dire que depuis 2015,
Tu es présidente directrice générale du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, un des plus grands établissements de santé au Québec. Et avant d'accéder à ce poste, tu avais occupé diverses fonctions en direction dans plusieurs grandes organisations du Québec. Tu sièges au sein du Conseil d'administration d'Urgence Santé, de l'Institut national de santé publique du Québec et de Montréal In Vivo, en plus de t'impliquer sur le comité directeur du RUIS de l'Université de Montréal. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de promouvoir le leadership chez les femmes? Ben, c'est une grande question, mais je dirais simplement que pour moi, le leadership au féminin, ça s'inscrit dans un concept de développement, de l'évolution du rôle des femmes dans la société. Et je suis de la génération égalité. Et pour moi, ce que ça signifie, la génération égalité, c'est égalité pour une société meilleure, plus inclusive. Et que ce soit pour les femmes ou pour les genres différents, pour des communautés culturelles, communautés religieuses. Alors, pour moi, c'est important l'égalité, la représentation. Je crois beaucoup que la force et les différences font en sorte qu'on a une société qui est beaucoup plus dynamique, plus ouverte. Et je voudrais peut-être juste répondre par une petite anecdote, mais vous savez, aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Alors, il y a eu plusieurs reportages tout au long de la journée. Puis, il y a une date qui m'a beaucoup frappée. Alors, vous savez que c'est vers 1940-1941 que les femmes ont le droit de vote au Canada. Mais je ne sais pas si vous savez qu'au Québec, il y a eu une modification du Code civil en 1964. Et ce Code civil, la modification du Code civil est venue, en fait, apporter un grand changement dans le rôle des femmes dans la société. En fait, elle conférait aux épouses une autonomie juridique vis-à-vis leur mari. Ainsi, en 1964, les femmes pouvaient désormais, lorsqu'elles engageaient un contrat, lorsqu'elles voulaient s'ouvrir un compte bancaire, si elles voulaient faire un emprunt, mais elles pouvaient signer pour elles-mêmes. Puis ça, je ne sais pas si vous savez, moi, je suis peut-être un petit peu plus vieille que vous, mais 1964, ça ne fait pas très longtemps. Et c'est quand même important de se rappeler tout le parcours qu'on a accompli. Puis je voudrais aussi simplement mentionner, j'aurai l'occasion d'y revenir tantôt, mais ma mère, en 1965, donc j'imagine que le Code civil avait été adopté, mais qui n'était pas encore pleinement actualisé, a donné naissance à mon fils, à mon frère, par césarienne, à l'hôpital Notre-Dame. Et c'est mon père qui a dû signer pour l'ouverture de son dossier et son admission à l'hôpital. Alors, c'est une anecdote, mais je veux quand même mentionner que ça ne fait pas si longtemps que ça que tout ça est arrivé. Et puis, j'y pense souvent. Mon bureau est à l'hôpital Notre-Dame et c'est curieux. Ça m'arrive souvent de penser à ça. Et puis, mais voilà, je voulais raconter cette anecdote parce que pour moi, c'est vraiment important. J'y reviendrai tantôt sur le leadership pour compléter ma réponse. Merci beaucoup. Et finalement, j'ai une troisième petite question comme introduction. Tu es récipiendaire du prix hommage Gilbert Blain de l'Association des diplômés en gestion, évaluation et politique de santé, ainsi que du prix Leadership au féminin Estime et du prix Femmes d'affaires du Québec pour les organismes publics et parapublics de cette année. Donc, cette reconnaissance de tes pairs, à quoi est-ce que tu l'attribues? Ça me fait drôle d'entendre que j'ai reçu tous ces prix-là. J'ai l'impression que c'est pas moi, parce que à toutes les fois, j'ai toujours été extrêmement émue de recevoir ces prix. D'abord, c'est une reconnaissance, oui, des pairs, de mon équipe de proximité. Et puis, je pense que, vous savez, moi, ma façon de gérer dans la vie, c'est vraiment une approche de gestion qui est axée sur les personnes. J'ai toujours cru aux personnes. J'aime les organisations dans lesquelles j'ai passé. J'aime les missions. J'aime les hommes et les femmes qui sont dans nos établissements. Je pense que ça se ressent. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humilité et qui aime, en fait, s'entourer
de personnes extraordinaires. Puis je suis convaincue que ça, ça fait une différence. Je laisse la place aux gens. Je prends ma place, là, bien sûr, naturellement, comme leader, c'est important. On doit avoir la vision puis s'organiser pour que la mission de l'établissement se réalise. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment, puis on l'apprend ça au fur et à mesure qu'on gravit les échelons, c'est de donner les ressources nécessaires aux personnes qui sont dans notre équipe de direction, aux cadres, aux employés, pour qu'ils puissent, eux, réaliser le travail qu'ils ont à faire. Et puis, je pense que cette reconnaissance-là que j'ai eue, c'est parce que j'ai eu des gens qui ont monté des dossiers aussi, parce qu'il faut dire que ces reconnaissances-là, mais souvent, ça leur faisait plaisir de monter le dossier et de venir me présenter parce que c'est toujours fait habituellement un petit peu en cachette et puis on attend le jour J pour être sûr qu'on est nommé. Mais moi, je peux vous dire, je suis tellement fière de mes équipes. Cette reconnaissance des prix que j'ai reçus, j'ai toujours de la misère à le prendre juste pour moi parce que je suis tellement consciente que dans des grandes organisations, c'est les hommes et les femmes qui sont avec nous qui font toute la différence. Effectivement, mais merci beaucoup pour cette belle introduction. On va revenir effectivement à Sonia plus tard pour quelques questions et les participants pourront aussi poser leurs questions. Je vais passer à Cathy Malas. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à toi, Lindsay. Merci beaucoup pour cette magnifique invitation. Et je suis privilégiée d'être flanquée de Sonia et Tasnia. Moi, j'adore le hockey, je l'annonce. Et donc, je suis flanquée de deux grandes joueuses. Donc, merci encore pour l'invitation. Merci, Cathy. Donc, tu as obtenu une maîtrise en orthophonie de l'Université de Montréal en 2008 et 8 ans plus tard, tu retournais aux études afin d'obtenir un certificat d'études supérieures en gestion de la santé de l'Université McGill. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en tant que jeune professionnel en santé et de ce qui t'a motivé à reprendre tes études par la suite? Oui, certainement. Alors, c'est ça, j'ai fait une maîtrise et moi aussi, je suis fière d'être graduée de l'Université de Montréal. Nos premières expériences à l'université, c'est celles qui nous marquent le plus. Alors, j'ai fait une maîtrise de recherche en orthophonie. J'ai commencé ma carrière comme jeune professionnelle au CHU Sainte-Justine, première famille. Et j'ai rapidement vu, comme jeune clinicienne-chercheur dans mon domaine, la force des connaissances et de l'innovation comme vecteur d'amélioration continue de la pratique. Puis je vous donne un exemple. J'étais la jeune là, qui faisait les journal clubs, là, puis qui participait à des hackathons, puis je disais à mes collègues, allez, chère gang, on va mettre en place des actions concrètes pour nous aider à mieux servir nos patients. Comment qu'on peut baisser les listes d'attente, comment qu'on peut poser des diagnostics plus justes chez les populations allophones, par exemple, etc. Et donc, c'est à travers de 2007 à 2012, dans ma pratique clinique, j'ai vu la force des connaissances, de générer des nouvelles connaissances, les intégrer dans la pratique pour améliorer les soins et les services aux patients et à leur famille. Puis après, en 2012, j'ai eu l'opportunité, il y a quelqu'un dans mon équipe qui dit « Hey, le rôle de chef professionnel de l'orthophonie et de l'audiologie ne t'intéresse pas. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Tu as le profil, tu as à cœur l'intégration de la recherche, de l'enseignement, l'innovation comme vecteur d'amélioration de la qualité de l'acte et de la profession. » Je dis « Mais pourquoi pas? » Puis là, quand j'ai commencé en 2012, je dis « Il faudrait que je construise ma boîte à outils de gestion sur les meilleures pratiques de gestion parce que comme clinicienne, la valeur qu'on a, c'est d'avoir de l'impact direct auprès d'un enfant et de sa famille. » C'était extrêmement valorisant. Ça me manque des fois cette pratique et l'impact direct auprès des patients. Et quand on est gestionnaire, on a un impact à plus large échelle. Ça prend des fois un peu plus de temps, mais l'impact populationnel est plus large auprès des talents ou des équipes plus large. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, j'ai toujours prêché par le développement des meilleures pratiques probantes dans ma profession. Il faudrait que je les connaisse en matière de gestion. Puis c'est ça qui m'a encouragée à revenir sur les bancs d'école pour me perfectionner et développer ma boîte à outils de gestion. Puis je me suis dit à un moment donné, donc là, ça c'était en 2016, puis quand j'ai assumé des rôles de gestion des connaissances et d'innovation dans des CHU, je me suis dit, bon, là, ça me tente de redonner. Et donc, je suis revenue sur les bancs d'école à l'université pour enseigner la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat à HEC Montréal, puis à l'École de santé publique à l'Université de Montréal, parce que je crois fondamentalement, puis on y reviendra plus tard, que le développement de talent et de la relève est extrêmement pertinent pour développer ces talents-là du futur qui
eux vont amener à avoir encore plus d'impact dans la société. Parce que comme clinicien, puis je finis là-dessus, comme clinicienne et gestionnaire, ce qu'on veut, c'est de servir la population. C'est de mieux servir la population, mieux servir nos équipes sur le terrain pour que pour qu'elles aient plus d'impact dans leur pratique au quotidien. Merci beaucoup pour cette réponse passionnée, passionnante. Et oui, effectivement, on va revenir sur quelques éléments que tu viens de mentionner. On continue un peu avec l'introduction. Donc, en plus d'être chercheuse professionnelle de la santé et professeure associée au HEC Montréal, comme tu viens de le mentionner, tu es aujourd'hui adjointe au président, directeur général et responsable du pôle d'innovation et d'intelligence artificielle en santé au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc le CHUM. Et tu as été gestionnaire de la plateforme et d'unité d'innovation pendant 4 ans au CHU de Sainte-Justine avant ça, comme tu l'as mentionné. Et tu es membre du conseil d'administration du Conseil de l'innovation du Québec. En novembre dernier, ton équipe du pôle et toi avez reçu le prix Innovation de l'innovateur en chef du Québec dans le cadre de Montreal Connect, un rassemblement destiné à faire rayonner les leaders en intelligence artificielle sur la scène internationale. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine, vers l'intelligence artificielle? Alors, pour moi, l'intelligence artificielle est un moyen d'innover. C'est un outil de plus dans notre boîte à outils d'innovation, comme la génomique, comme l'innovation sociale, l'innovation organisationnelle. On n'innove pas pour innover, on innove pour créer encore plus d'impact et des bénéfices tangibles pour les patients, les équipes, les organisations et notre société en général. L'intelligence artificielle ou l'intelligence numérique, qui inclut aussi l'aspect descriptif avec l'intelligence d'affaires, pour moi, comme je l'ai dit, c'est une autre façon d'innover. Il y a une promesse de valeur qui est de nous amener à personnaliser davantage nos prises de décision, personnaliser davantage la santé, les soins et services qu'on offre à la population. Cette promesse de valeur-là, par contre, mérite d'être démontrée. Les CHU, les CIUS et même les CIS ont la responsabilité de mesurer cette promesse de valeur dans les organisations, auprès des patients, avec les patients et les équipes. Et pour moi, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la gestion, à l'intégration responsable de l'innovation et de l'intelligence artificielle dans l'organisation, parce que c'est notre responsabilité comme organisation qui a une mission académique. Donc, il y a des cliniciens, il y a des chercheurs, il y a des gestionnaires, il y a des patients, citoyens, partenaires, il y a de l'entreprise privée qui, ensemble, on doit démontrer que les bénéfices de l'intelligence numérique ou de l'intelligence artificielle dépassent les risques potentiels. Et donc, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à la gestion de l'innovation et de l'intelligence artificielle responsable au sein des organisations comme le CHUM. Responsable, c'est un mot très, très important en intelligence artificielle. On l'entend assez souvent, surtout lorsqu'il y a une abondance de données comme ça, puis comment la réutiliser, l'utiliser à bon escient. Donc, effectivement, c'est un domaine qui est en plein essor depuis assez longtemps maintenant, mais je pense que les gens commencent à comprendre un peu plus ce que c'est et où est-ce que ça peut être utilisé. Ma dernière petite question pour l'introduction. Donc, la santé est un milieu où il y a beaucoup de femmes et une grande diversité ethnoculturelle. Donc, on le voit tous les jours à l'hôpital, peu importe où est-ce qu'on va, on voit cette diversité, on la sent. Par contre, même dans ce milieu, il y a encore de la discrimination. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire concrètement pour encourager les femmes issues de la diversité à aspirer à des rôles de leadership malgré les embûches? Merci d'oser de poser cette question-là qui me tient à cœur. Donc, premièrement, avant de répondre à qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour encourager les femmes, j'aimerais reconnaître qu'il y a encore. C'est important de le reconnaître. Les statistiques démontrent que les communautés émanant de diversité culturelle, puis que ce soit la population musulmane, LGBTQ+, autochtone, noire, vivent plus de discrimination. Les statistiques le démontrent. Cela dit, dans mon parcours, je n'ai jamais été dans une posture de victimisation. Je me suis toujours mis dans une posture, je reconnais la discrimination, mais je suis une femme forte dont l'intelligence mérite d'être mise à profit de notre société. Maintenant, pour répondre concrètement à la question, j'ai réussi à faire ça parce qu'il y avait 2 ingrédients clés. Des organisations qui faisaient la promotion, la réelle promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, et des leaders, hommes et femmes, noirs, jaunes, rouges, peu importe, qui se sont mis debout pour contrer la discrimination et dire « moi, je suis pour l'EDI ». À partir de maintenant, je vais utiliser EDI. Donc, je vais vous donner des exemples concrets.
quand j'ai gradué de l'université, je n'ai pas gradué encore, j'étais dans ma maîtrise, le stage de maîtrise à l'Université de Montréal et c'était en 2006. C'était à Saint-Jérôme. Il n'y avait pas beaucoup de population émanant de la diversité ethnoculturelle à l'époque. Quand je suis entrée au Tim Hortons, là, le monsieur qui lavait les vitres, là, il me suivait. Là. C'était pas la personne qui buvait un café à me regarder. Puis moi, je me dis, c'est correct, je viens dans un nouvel environnement. J'ai passé mon entrevue et la directrice de la commission scolaire m'a dit, Cathy, je sais que je t'engage pour ton intelligence et ta compétence, comme étudiante, bien sûr, et je sais que je vais être critiquée. Je dis, oh, elle exagère. Et lorsque j'ai commencé, il y a eu un parent qui m'a dit, je ne veux pas que vous soigniez mon enfant, ça me dérange un peu. Puis un autre parent qui a osé dire, vous allez voir, elle est bonne, c'est une bonne orthophoniste, mon enfant, elle l'aime et je vous la recommande. Donc, il y a une maman qui a osé dire ça à un autre parent et une organisation qui s'est affirmée puis qui m'a engagée. Un autre exemple, je vais parler de notre PDG qui était à Sainte-Justine, puis maintenant qui est au CHUM, le docteur Fabrice Brunet, qui ose se lever lorsqu'il y a des moments où il y a des propos plus ou moins inclusifs auprès de certains membres, qui a osé dénoncer. Puis qu'aujourd'hui, comme plusieurs organisations, dans des politiques et des actions concrètes pour favoriser le DI. Je vais donner comme exemple les grands rendez-vous inspirants de Réseau des diplômés qui, via tous vos rendez-vous inspirants, vous incarnez cette diversité-là. La preuve est aujourd'hui, mais aussi dans les sessions précédentes. Et je finalise avec un exemple de la région de Grand Est. Lorsque j'ai présenté il y a 1 an dans une conférence sur la gestion de l'innovation en organisation, le président de la région a été critiqué par son opposant d'annuler l'événement parce que je participais à l'événement. Puis moi, tout ce que je faisais, c'est que je partageais les connaissances et mon expertise. Puis vous auriez dû voir la rafale d'échanges, mais il n'a pas répondu, 2, il n'a pas changé d'idée. J'ai été invitée, on a eu l'échange, puis donc il a osé se lever et affirmer ses actions. Donc, pour conclure, je crois que des organisations et des leaders qui se lèvent pour promouvoir avec des actions concrètes la diversité, l'inclusion et l'équité favorisent l'émergence de leaders inspirantes et de femmes inspirantes issues de la diversité. Et je pense pour convaincre, je n'ai pas besoin de convaincre, mais les statistiques démontrent que les organisations qui promuent l'inclusion sont dans le quartile supérieur en matière de performance. Les innovations qui génèrent sont supérieures à d'autres organisations. Donc, il y a des arguments convaincants pour convaincre les organisations que l'inclusion, c'est la voie d'avenir. Les jeunes vont chercher des organisations inclusives et je pense qu'il y a des arguments sont là pour voir la richesse de l'EDI au sein des organisations puis dans l'émergence de leaders. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage et effectivement, on peut le constater, comme vous le dites, dans les organisations où est-ce qu'il y a une plus grande diversité, que oui, il y a ces arguments-là de différence de perspective et d'essayer donc d'encourager cette relève qui aurait qui viendrait d'endroits différents, mais il y a aussi toutes ces notions monétaires, on peut dire, toutes ces choses qui vont pas pallier, je veux pas dire pallier, mais qui vont vraiment encourager ou bien qui vont appuyer la performance de l'organisation qu'on peut observer avec cette diversité-là, non seulement chez les employés, mais chez les dirigeants. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup, Cathy. On va revenir après avec des questions du public. Je vais passer à Dr. Tasnim Alami Laroussi. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Lydie, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment honorée en fait d'être ici ce soir avec de grandes dames autour de moi. Merci Tasnim. Donc, tu as obtenu ton diplôme en médecine dentaire de l'Université de Montréal en 2009. Donc, à la suite de tes études, tu débutes une pratique en dentisterie pédiatrique en tant que chirurgienne dentiste à la clinique dentaire Carrefour Laval. Donc, pourquoi avoir choisi ce domaine et la dentisterie pédiatrique en particulier? Bien, en fait, pour dire simplement, là, j'adore les enfants. Puis, en fait, jeune, je pensais pas nécessairement être dentiste, mais je savais que je devais être dans un métier où est-ce que je pouvais aider, être dans une relation d'aide. Puis, sincèrement, j'ai vraiment aussi réalisé que j'aime beaucoup étudier. Puis, venant d'un milieu plus défavorisé, moi, en fait, je viens d'une famille où est-ce que ma mère, elle vient d'un petit village où est-ce que l'école n'était pas offerte pour les femmes, pour les filles.
Donc, j'ai été élevée par une mère, une femme qui, justement, chaque fois qu'elle devait aller quelque part, c'était toujours difficile, puis c'était vraiment un stress pour elle d'aller n'importe où, tu sais, de devoir signer des formulaires, de parler avec les gens. Puis nous, en tant qu'enfants, on a été élevés avec des parents qui nous ont vraiment, dès la jeunesse, mis l'importance de l'éducation. Vraiment que pour avoir notre place dans notre société, dans notre milieu, pour faire valoriser nos idées, nos façons de penser, c'est par l'éducation. L'éducation, c'est comme je pense Sonia disait, là, dans la boîte à outils, là, pour aller plus loin dans nos rêves, dans nos passions, l'éducation en fait partie. Donc, rapidement, j'ai mis beaucoup d'énergie dans mes études. J'ai fait mon cégep en 2 ans. J'ai été à l'université en médecine dentaire. Puis l'université m'a marquée par toutes les rencontres que j'ai pu avoir en tant qu'étudiante dans les... en fait, je faisais beaucoup de sport en tant qu'étudiante. Ça m'a permis justement autant l'éducation d'aller plus loin dans mon parcours, mais aussi le sport m'a permis d'avoir confiance en moi, d'être très proche aussi des hommes. En fait, en étant très sportive, en fait, ma gang d'amis, c'était des gars. Donc, très jeune, j'ai toujours côtoyé les hommes. Fait que pour moi, ça n'a jamais été un élément existant dans ma tête, l'iniquité entre hommes et femmes, parce que j'ai grandi un peu avec ce contexte. Donc, en tant que dentiste, dans mes valeurs à moi, c'est sûr que ce que j'allais faire comme étude ou comme travail, c'était dans un but d'aider et de redonner. J'ai eu la chance d'avoir des études qui me permettent d'aider. Donc, rapidement, quand j'ai gradué en 2009, j'ai réalisé que au Québec, il y a des patients qui sont plus défavorisés, qui ont moins accès à des soins de base de la dentisterie. Puis, j'y croyais pas que au Québec, pour des soins dentaires pour des enfants, ça pouvait être un enjeu, sachant que la carte d'assurance maladie couvre quand même un certain traitement. J'ai été rapidement à l'évidence que pour des enfants de milieux défavorisés, à besoins particuliers, il n'y avait pas l'égalité au niveau de la santé dentaire. Puis le droit de la santé pour les enfants, les droits de l'enfant, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Fait que de 2009 à 2015, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à développer mon expertise, ma rapidité pour que je sois un bon dentiste. Donc, j'ai fait beaucoup de formations aux États-Unis. J'ai fait au moins 4-5 ans des trips là, de 4-5 jours à aller à Boston, Texas, partout pour aller chercher les connaissances, les expertises, des façons de faire différentes. Puis, en réalisant comment on peut développer un modèle de soins qui permettrait d'inclure tous ces enfants-là sans les facturer à chaque fois. Puis, c'est là où est-ce qu'en 2015, j'ai dit, pour avoir pour pouvoir faire action, je devais avoir ma clinique. Dans le fond, je ne peux plus être un dentiste employé, mais d'être entrepreneur. Et en 2015, je me suis associée, j'ai commencé à être gestionnaire à petit niveau, donc avec une 12aine d'employés. Puis en 2018, j'ai grossi, donc on était 30 employés. Puis c'est là où est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à la gestion. Je suis allée faire mon cours en administration de la santé. Mais je voyais que le modèle de clinique conventionnelle avait ses limites dans ce que je voulais ou ce qu'on voulait offrir pour des soins à des enfants. Donc, pour répondre à ta question, c'est un peu mon parcours. Il n'est pas terminé. J'ai terminé un micro-programme. Ça m'a donné encore le goût d'aller plus loin. Présentement, j'ai terminé mes cours à la maîtrise, puis je suis en train de compléter un mémoire qui a... En fait, le sujet de mon mémoire, c'est de comment intégrer de la dentisterie communautaire dans un réseau de santé. Donc, c'est vraiment des questions qui me préoccupent beaucoup. Merci beaucoup, Tasnim. Justement, pour continuer un peu sur cette lancée, l'an dernier, tu as fondé avec ton mari la clinique Sourire Solidaire, la première clinique dentaire pédiatrique communautaire à but non lucratif au Québec. Donc, avec Sourire Solidaire, tu t'engages à offrir des services dentaires accessibles et adaptés à tous les enfants, peu importe le milieu social ou la nature de leurs besoins. Donc, et comme tu le mentionnais tout à l'heure, avant de fonder ton propre organisme, tu étais déjà sensible aux enjeux liés à l'accès aux soins dentaires pour les personnes issues de milieux défavorisés. Donc, maintenant entrepreneuse, reconnue parmi les 100 entrepreneuses qui changent le monde, un palmarès de femmes et sœurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure? Je sais qu'il y avait déjà quelques éléments de réponse, mais si tu peux élaborer un peu plus. En fait, c'est ça. Dans le fond, comme j'expliquais, je me retrouvais dans de l'entrepreneuriat conventionnel, dans une clinique conventionnelle avec des limites.
des limites où est-ce que pour offrir des soins justement gratuits ou des soins adaptés, bien, on doit avoir vraiment une perspective de pérennité, mais aussi de collaboration, de travailler avec le milieu, que ce soit avec les organismes communautaires, avec le CIS de notre région, avec les universités, de vraiment aller plus loin de ce qu'on peut faire. Puis pour valider en fait notre idée, Farid et moi, on a fait partie d'un laboratoire d'innovation sociale. Puis c'était sur une année, ça nous a permis de vraiment aller plus loin dans notre réflexion, puis de ne pas prendre justement comme une entreprise privée, d'être nous-mêmes en décision de faire ce qu'on veut, mais d'être dans une perspective multisectorielle où est-ce que là, on ne parle plus, on est des propriétaires, mais on est un organisme communautaire avec un CA, avec vraiment cette volonté d'aller chercher là, les perspectives pour avoir quelque chose qui fait du sens. Puis après l'année de cette innovation sociale, on a gagné le prix d'impact social avec en plus le prix du public. Fait qu'on a eu ces prix-là, on s'est dit, ben on n'est pas fou. Parce que des fois, il faut valider, est-ce qu'on est les seuls à avoir une problématique ou est-ce que c'est un enjeu qui est vraiment reconnu, puis d'avoir réalisé que dans notre communauté à Laval, c'était vraiment une volonté de tout le monde. Ben, c'est là où est-ce que l'entrepreneuriat social faisait tout son sens. Puis c'est vraiment, je pense, pour aider plus loin, puis d'aller dans une perspective, pas juste au profit, mais d'aider la population, c'est vraiment un beau véhicule là, pour faire ce qu'on aime, puis d'être dans l'inclusion, la bienveillance, la collaboration, toutes des valeurs qui rejoignent mes valeurs, puis qui sont possibles dans ce type d'entrepreneuriat-là. Merci beaucoup pour cette réponse. Puis je vais finir avec une dernière petite question d'introduction. Donc, Tasnim, tu t'impliques dans ta profession en siégeant au conseil d'administration de l'Ordre des dentistes du Québec et de l'urgence dentaire de la ville de Laval. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour les femmes de s'intéresser aux enjeux de gouvernance et de siéger au sein de conseils d'administration? Bien, c'est sûr que je me répète beaucoup, mais tu sais, je pense dans mon contexte de vie, d'où que je viens, je pense que pour faire valoir ses idées, puis de faire justement un monde qui est complémentaire homme-femme, je pense que c'est super important de siéger dans ce type de comité-là pour que nos idées ou nos façons de penser soient mis de l'avant, puis qu'on ait vraiment un levier puis un impact dans des décisions qui sont prises puis dans les changements qui sont prises. Parce que sinon, je pense que de ne pas prendre ces positions-là, bien, on reste observateur versus de pouvoir vraiment avoir un certain mot à dire puis de faire la différence. Merci beaucoup pour cette introduction à nos trois panélistes. Je vais passer rapidement sur une dernière question qui va s'adresser aux trois, si vous voulez répondre toutes les trois ou peu importe. Mais c'est parce qu'on a déjà des questions du public qui commencent à entrer. Mais je voulais quand même commencer peut-être avec une question à toi, Sonia, parce que tu l'as mentionné la dernière fois qu'on s'est rencontrés. En quoi est-ce que le leadership au féminin est-il différent? Oh mon Dieu, quelle grande question. À chaque fois que je me fais poser cette question-là, j'ai toujours un moment d'hésitation. Mais en fait, pour moi, le leadership, c'est une question de porter des valeurs, d'avoir une vision, d'être capable de mobiliser les personnes, d'authenticité. Puis il y a des grands leaders hommes, puis il y a des grands leaders femmes. Alors, et je pense que ce qui est le plus... D'ailleurs, dans mon cas, les premières personnes qui m'ont donné une chance, qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi, c'était des leaders hommes. Alors, j'ai toujours de la misère à répondre à cette question-là. Je pense que les femmes, on a une façon peut-être différente au niveau de l'approche axée sur les personnes. Je dirais, mais pour le reste, un leader, c'est quelqu'un qui est authentique, qui est engagé, qui est déterminé, qui va donner la chance aux autres, qui va être capable de s'assurer qu'on travaille tous dans la même voie, mais de façon différente pour atteindre les objectifs. Je pense qu'il y a des personnalités femmes
qui ont des attributs, je dirais, peut-être un peu plus masculins. Souvent, on va dire que les hommes sont plus, vont aller plus directement aux choses, vont avoir peut-être une sensibilité qui est différente, mais dans les faits, je pense qu'au fil des années, je me rends compte que ce qui est le plus important, c'est la façon dont on va s'exprimer comme leader, puis comment on va pouvoir mobiliser les gens. Alors, puis je pense que les femmes, la grande différence, c'est que peut-être qu'elles osent moins rapidement. Elles vont peut-être attendre d'avoir un coffre à outils bien rempli. Peut-être que c'est ça. C'est peut-être une question d'audace, mais sinon, les qualités d'un leader, c'est les qualités d'un leader. Puis justement, vous mentionnez, ou tu mentionnes, on s'est entendu pour se tutoyer tout le monde, pour ceux qui se sont joints après. Donc, tu mentionnes ce coffre à outils et Cathy, tu en parlais aussi, donc, de cette formation de la relève. Est-ce que tu peux, ou développement de talent, est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur ce sujet? Ah oui, ça c'est essentiel. Des jeunes pousses, les jeunes talents qui sont sur les bancs d'école, du primaire au secondaire et au collège et à l'université, il est essentiel pour... Sonia, elle a beaucoup plus de sagesse que moi. Je préfère utiliser le terme sagesse, mais à un moment donné, il faut redonner. On arrive à un moment de notre carrière où on a de l'expertise et de l'expérience et des connaissances qui méritent d'être partagées dans la société au service des communautés, particulièrement du développement de talent. On ne peut plus, aujourd'hui, la guerre au talent est un enjeu au-delà du secteur de la santé. Et je pense, comme femme leader et des leaders en général, il faut redonner. Et pour moi, le développement de talent, c'est ça, c'est redonner. Merci beaucoup pour cette réponse. Et il y a une question du public. Je vais commencer tout de suite avec les questions du public. Et il y en a une on s'en était parlé un peu la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Excusez-moi, j'ai regardé un peu sur le côté pour lire la question du public. Mais on parlait de plafond de verre. Donc, pensez-vous que le plafond de verre fait aujourd'hui encore partie de la réalité de certaines femmes qui exercent dans le domaine de la santé ou qui aspirent à une carrière en gestion? Je ne sais pas qui veut commencer avec le plafond de verre. Ben, en fait, moi, je peux m'essayer, mais dans le fond, je pense que c'est ça. Je trouve que je suis chanceuse d'être venue dans une génération où est-ce qu'il y a des femmes comme Sonia, de la génération de Sonia, qui ont brisé ce plafond de verre, je dirais. Parce que moi, en fait, je suis née ici au Québec, j'ai grandi dans les écoles au Québec. Comme je disais, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. De mes parents, c'était vraiment, j'ai jamais senti aucune barrière, là. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, comme personne, tu peux être libre d'aller au plus loin que tu veux. Puis c'est une question de confiance puis de posture, comme dit Sonia aussi. Tu sais, c'est quelle confiance qu'on dégage. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de limite. On peut aller où est-ce qu'on veut avec cette confiance-là. Moi, je céderai la parole à Sonia parce qu'elle a une excellente réponse pour celle-ci. Non, je ne sais pas si j'ai une excellente réponse. Il faut se souvenir que le plafond de verre, c'est vrai que la couche est beaucoup plus mince aujourd'hui, puis c'est beaucoup plus facile à percer. C'est très vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes, puis des femmes bien avant moi aussi, qui ont travaillé fort pour atteindre, se rendre jusqu'au plafond de verre, puis ensuite passer à travers ce plafond-là. Puis ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'audace, de prendre sa place, beaucoup d'énergie. Ça demande d'être impeccable au niveau professionnel. Et moi, je vous dirais qu'il faut rester vigilant parce que c'est vrai que dans le domaine de la santé, on en a parlé des services sociaux, cet effet de plafond de verre est peut-être beaucoup moins présent que dans d'autres domaines parce qu'on a des sciences sociales, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le réseau à différents emplois, que ce soit au niveau soutien, au niveau clérical, au niveau professionnel. Et donc, c'est normal de voir des cheminements professionnels et puis finalement que quelques-unes se retrouvent comme cadres. Moi, dans mon équipe, j'ai maintenant plus de femmes dans l'équipe de direction. Et puis, en fait, c'est pas parce que je voulais absolument avoir plus de femmes, c'est que j'ai pris les meilleures personnes quand c'était le temps des entrevues. Mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Puis je pense que comme femme leader, on doit
on doit vraiment soutenir les femmes avec qui on travaille. Il ne faut pas penser que la violence conjugale, que la discrimination, c'est quelque chose qui est complètement disparu. Puis on a certainement des femmes professionnelles, des femmes cadres dans nos environnements qui vivent cela. Puis naturellement, personne ne parle de ça, mais je pense que c'est vraiment important. Puis de gravir les échelons, bien, quand on est une femme qui a réussi à le faire, on a une responsabilité d'être attentive à la condition des femmes. Ça, c'est clair. J'ajouterais juste un point rapide. C'est grâce à des pionnières qui ont réussi. Il y a des pionnières dans certains secteurs qui ont réussi à briser ce plafond de verre. Puis on est fiers en santé qu'on a des grandes pionnières femmes comme Jeanne Mans ou Irma Levasseur et plein d'autres qui ont été les premières femmes cofondatrices de Montréal, PDG d'une première organisation. Et c'est pour ça qu'en santé, le plafond de verre, il est plus mince. Mais il ne faut pas oublier, comme Sonia et Tasnim le disent, c'est qu'il y a des industries où c'est encore difficile. En IA, dans les technologies, les statistiques de la place de la femme sont moins importantes. Puis le rôle de leader pionnière est hyper important pour casser le plus possible ces plafonds de verre-là. Puis on est privilégié au Québec, au Canada, puis en Amérique du Nord aussi que la place des femmes, ce plafond de verre-là est amoindri, mais dans d'autres coins du monde, il est encore très présent. Tout à fait. Je lisais justement quelques questions qui proviennent du public. Merci beaucoup pour ces échanges-là sur ce plafond de verre qu'on voit donc s'amincir, mais qu'il faut rester. Ce que je retiens, c'est qu'il faut rester vigilante quand même et ne pas prendre pour acquis qu'on a notre place là, mais vraiment de se faire entendre une fois qu'on est à la place pour laquelle on s'est battu. Et il y a une question ici pour Tasnim. Avez-vous un ou des mentors? Et si oui, comment les avez-vous approchés? C'est une bonne question, on en avait parlé aussi également. Donc, moi, en fait, j'en ai pas juste un, j'en ai plusieurs, là, je peux même plus les compter. Je pense que je suis une personne qui est très passionnée, puis je suis très authentique. Donc, tu sais, facilement, tu sais, quand à des différentes rencontres dans les réseautages, je me mets à parler avec les gens, tu sais, puis je suis très transparente, je parle de qui je suis, qu'est-ce que j'ai, puis les gens, tu sais, je trouve que quand on est le plus simple possible, puis qu'on parle de nos besoins, tu sais, ça clique, puis j'ai réussi à avoir justement des mentors autant comptables, avocats, professeurs, éducatrices spécialisées, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, puis c'est tellement une richesse. Puis en même temps, comme disait Cathy, je réalise vraiment en fait, comment j'en bénéficie, puis je me fais aussi un devoir d'accueillir, tu sais, les étudiants qui viennent ou des personnes qui me posent des questions, de leur offrir de mon temps, puis qu'ils puissent me suivre, me poser leurs questions, parce que je pense que c'est vraiment, c'est comme la continuité de l'université. Oui, il y a l'école, mais il y a aussi l'expérience qui ne s'enseigne pas à l'école, mais qu'on doit aller chercher par du mentorat. Merci beaucoup. Oui, c'est très important, des mentors. Je pense que si vous avez quelqu'un sur lequel vous voulez vous modeler, que vous appréciez la carrière de cette personne-là, moi, je peux en témoigner avec les 3 femmes qui sont ici avec nous ce soir. Vous les approchez, vous leur posez des questions, ils sont très généreuses de leur temps, ils vont répondre à vos questions. Donc, n'ayez pas peur d'approcher les personnes dont vous trouvez que les carrières sont belles et intéressantes, qui répondent à vos valeurs. Peut-être qu'ils attendent juste ça, un petit courriel, puis ils vont répondre à vos questions. Merci beaucoup pour la réponse, Tasnim. Et justement, donc, on parlait de posture un peu plus tôt. Donc, une fois qu'on atteint certaines positions, certains postes, et peut-être qu'il y avait des différences entre atteindre des hauts postes de dirigeants, là, 10 ans et aujourd'hui, ou là, 30 ans et aujourd'hui, les différences dans la posture qu'on peut avoir. Mais il y a une question ici qui s'adresse à nos 3 panélistes. Donc, le monde de la gestion, surtout à des niveaux élevés, est exigeant, parfois rude et confrontant. Comment abordez-vous les situations tendues où certains collègues vous mettent, disons, à l'épreuve? Et comment gardez-vous la tête froide? Donc, c'est une question de posture, je pense. J'ai envie de commencer avec toi, Sonia. Et alors, vraiment, toutes des bonnes questions ce soir. Bien, en fait, il faut je pense que les personnes qui veulent faire carrière en gestion, ils doivent avoir cette petite fibre intérieure d'être
on va parler des femmes aujourd'hui, mais d'être une battante. Il faut avoir ça à l'intérieur de nous parce que la gestion, malgré la belle formation qu'on peut avoir au baccalauréat ou à la maîtrise, c'est extrêmement important parce que c'est des connaissances théoriques, mais il reste que l'école de la vie que j'appelle. Et en gestion, on ne s'en sort pas. On apprend aussi sur le terrain, puis des fois, on l'apprend à la dure. OK? C'est pas parce qu'on a été une très bonne élève qu'on a eu des A+ en gestion qu'on va nécessairement être un A+ quand on va commencer à gérer des équipes. Et pour moi, c'est une question de compétences professionnelles, d'incarner, je dirais, un idéal. C'est vraiment important. Il faut que vous pensiez que quand on est un leader, les gens vous regardent. Les gens vous regardent et ils ont des attentes. Il faut toujours être conscient de ça. Puis, je pense qu'on a cette obligation de bien porter le titre qu'on a, chacun en fonction de nos personnalités, de porter les valeurs de l'organisation, d'être un modèle. Puis, moi, je vous dirais que plus, dans mon expérience, plus j'ai gravi les échelons, plus j'ai appris à être bien avec moi-même et à être seule d'une certaine façon. Même si le rôle d'un PDG, c'est probablement 80% de rayonnement, puis de travail à l'extérieur de l'établissement pour faire des liens, le réseautage, etc., il faut voir que malgré tout ça, il y a une certaine intériorité. Puis, et oui, il y a des coups durs, il y a des journées que c'est vraiment très, très difficile, mais il faut être capable de se recentrer, de se faire confiance, d'aller chercher des forces en nous. Il faut être capable de rebondir. Moi, je dis toujours que les leaders, ils ont de la résilience incroyable. Puis, et c'est ça, mais il faut faire face, il faut se faire confiance, puis il faut être fort. Moi, vous savez, ma mère était mairesse d'un petit village, puis tous les changements qu'elle faisait, c'était épouvantable, elle se faisait toujours rentrer dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Mais ma mère, c'est une battante, puis elle n'est pas très scolarisée, mais c'est une femme qui n'a pas peur. Puis un jour, le curé du village avait dit « Ce que Madame Bélanger veut, Dieu le veut. » Ça m'avait vraiment... Et c'était pas l'image que j'avais de ma mère. Mais c'était juste pour vous illustrer que, je veux dire, c'était quelqu'un qui était vraiment énergique et elle réussissait à avoir ce qu'elle voulait. OK? Donc, voilà. Petite anecdote. Est-ce que Tasnim ou Cathy voulait ajouter quelque chose là-dessus, sur la gestion de peut-être personnalité confrontante? Moi, je peux y aller. En fait, je trouve ça intéressant quand on parlait des expériences de vie. Puis, moi, où est-ce que j'ai appris à être gestionnaire, en fait, c'est en étant directrice d'un camp de jour. Ça a été vraiment difficile pour moi. J'avais une quarantaine de moniteurs à gérer, puis d'apprendre justement, tu sais, puis ça m'a tellement, c'était l'école pour moi, j'étais 5 ans là, puis de vraiment, comme elle a dit, Sonia, là, la chose la plus importante, c'est qu'en tant que personne, même si c'était toutes tes amis, mais à la fin, il faut que tu sois toi-même, puis il faut que tu travailles sur toi-même, puis on ne peut pas être parfait, mais c'est de travailler à ce que tout ce que tu fais soit bien fait, que tu parles bien, de jamais dire un mot de travers. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est de travailler sur soi, puis ça demande aussi, je vous dirais, bon, la santé mentale, mais aussi physiquement, c'est des grosses journées parce qu'on ne le réalise pas, puis surtout quand on est entrepreneur, gestionnaire et professionnel. On travaille avec des patients toute la journée, on parle avec des parents, on a plein de choses à gérer, mais en même temps, c'est comme tout le temps, ça tourne dans la tête. Puis je pense qu'il ne faut pas se le cacher, mais être un gestionnaire, je pense pour vous deux, là aussi, on est dans l'autobus, dans le métro, dans sa douche, puis ça roule, ça pense, puis on est toujours en train de penser à des stratégies. Fait que c'est important quand on choisit d'être gestionnaire, c'est pas de choisir pour sa notoriété ou le salaire, mais c'est par la passion, puis c'est quelque chose qu'on est convaincu qu'on veut changer, mais c'est plus que juste le salaire, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Cathy et Sonia. Moi, ça va, Lindsay, j'ai rien de plus à ajouter. Elles ont tout dit. Elles ont tout dit. Merci beaucoup pour vos réponses. Justement, on a une question pour toi, Cathy. Il y a une personne qui demande si
là, il vous voit dans la question, donc je ne vais pas changer en dessus dans le rendez-vous. Mais pensez-vous que votre cheminement académique aurait été différent si vous saviez que vous alliez travailler dans le domaine de l'innovation et de l'IA dans le secteur de la santé dès le début? Oh, quel excellent. Quelles oui. seraient vos recommandations pour les étudiants qui envisagent travailler dans le développement de projets d'innovation en santé dans le futur? Oh, quelle excellente question. Alors non, si vous m'auriez posé la question quand j'ai commencé en orthophonie, si j'allais me retrouver aujourd'hui à gérer l'innovation au sein de grandes organisations comme le CHUM, j'aurais répondu non. Alors, mais dans j'ai suivi mes passions. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Des mentors, j'en ai, mais j'ai le privilège d'avoir des mentorés. Et c'est le conseil que je donne systématiquement. Si, par exemple, tu sais que dans 3 ans, des fois, il dit, oui, mais je ne sais pas où est-ce que je me retrouve dans 3 ans. OK, mais si tu ne sais pas où tu vas te retrouver dans 3 ans, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est quoi le sens que tu donnes à ton travail? Puis moi, c'est ça qui m'a fait vibrer quand j'étais clinicienne, c'est la force de générer des connaissances, par exemple, via la recherche appliquée. Et maintenant, je le fais en gestion, de traduire dans les pratiques pour améliorer, créer des bénéfices tangibles de façon durable et généralisée. Pour moi, c'est ça l'innovation. Et donc, après ça, quand j'ai compris ça, que je voulais continuer à gérer l'innovation au sein d'organisations pour créer des bénéfices, j'ai tracé mon parcours académique pour répondre à cette passion. Et c'est le conseil que je donnerais. C'est vraiment de dire, si vous désirez continuer en gestion de l'innovation au sein d'équipes, pour ça que ça commence dans des petites équipes, c'est comme ça qu'on apprend à gérer. Puis après, plus haut dans des organisations, c'est vraiment de vous dire qu'est-ce qui va vous servir. Donc, les meilleurs programmes à l'université, en formation continue, en apprentissage autonome, self-learning, qui pourraient servir cette passion-là pour que vous ayez de l'impact auprès de vos communautés et de vos équipes. Merci beaucoup, Cathy, pour cette réponse. Il y a une question ici de Rama Ben Salem pour Sonia Bélanger. Donc, elle demande « Quels conseils pouvez-vous donner à la relève pour mettre en œuvre leur leadership au sein de leur organisation? » Écoutez, je pense que la meilleure façon, un meilleur conseil, c'est de s'impliquer. C'est de s'impliquer, c'est de faire une différence. Je pense que Tasmine l'a mentionné là aussi et Cathy. Moi, je dis toujours aux jeunes professionnels, puis je vais vous dire, on le voit, hein, les jeunes professionnels, ils arrivent, ils sont formés, ils sont motivés, mais il y en a toujours certains qui sortent, entre guillemets, du lot, si vous permettez, avec le respect que je vois, des gens qui vont avoir le goût de s'impliquer très rapidement dans les conseils, là, si on parle du réseau de la santé, par exemple, dans les conseils professionnels, s'impliquer dans la supervision de stage, s'impliquer auprès des équipes. Tantôt, on a parlé d'organiser des journal clubs, etc. Donc, il faut rester. Puis des fois, on est un peu déçus par le quotidien de nos professions. C'est normal, hein? Moi, j'en ai pas parlé tantôt, mais après 3-4 ans de pratique en soins infirmiers, j'étais un peu déçue de mon quotidien, de ma routine. Et moi, ma façon de rester connectée, ça a été d'aller chercher, de faire des formations, okay? Puis de m'impliquer. Puis ça m'a comme redonné une énergie, puis ça m'a remis sur une autre route qui n'était pas très loin des soins infirmiers, mais qui était la gestion des soins. Fait que moi, je dis aux professionnels, la meilleure façon de rester une bonne professionnelle ou un bon professionnel engagé, c'est de s'ouvrir à d'autres choses, de foncer, de ne pas avoir peur, de prendre sa place, de vivre des expériences, puis d'oser vivre des expériences. Et ça, on ne sait pas où ça peut nous conduire. Ça peut vous conduire là où on est une des trois. On ne sait jamais. Cathy, ça a été l'innovation. Tasmine, c'est une entrepreneur. Puis moi, je suis rendue PDG. Si vous m'aviez demandé au début de ma carrière si je me voyais comme PDG, j'aurais dit, oh mon Dieu, non, jamais. C'est clair. Je n'avais pas ces aspirations-là. Je n'avais pas confiance pleinement en moi non plus à ce niveau, à ce point-là. Alors, moi, je vous dirais, vivez des expériences. Et ça va vous faire grandir, ça va vous donner de la confiance. Puis, si vous êtes allumé par la gestion, vous allez le ressentir très rapidement. Vous allez le ressentir très rapidement parce que vous allez être attiré
par la façon dont certains de vos supérieurs immédiats exercent leurs fonctions. Vous allez rapidement être capté, puis vous allez vouloir suivre cette voie-là, puis la faire à votre façon, je vous dirais. Merci beaucoup pour ces réponses. Et il reste quelques minutes, mais je veux peut-être finir avec un dernier petit tour de table. Et c'est une question qui est peut-être un peu plus nostalgique, dont vous avez peut-être mis une petite pointe au début, mais que retenez-vous de vos études à l'UDM? Est-ce que vous avez un moment marquant en particulier ou une réalisation dont vous êtes fière pendant vos études? Je vais commencer avec Tasnim. Ben, moi, en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans mes études, c'est vraiment les amitiés que j'ai eues, là. En fait, tu sais, c'était pas un programme facile en médecine dentaire. On avait un programme très exigeant, mais l'amitié, puis c'est des gens que je côtoie encore, les gens comme comment j'ai bâti mes amitiés, puis en fait, les professeurs. Pour vous dire, là, en fait, vraiment des professeurs passionnés, puis cette passion-là me suit encore maintenant, tu sais, c'est ce qui fait que ça m'a influencé dans mon parcours professionnel. Merci, Tasnim. Cathy? La curiosité. Moi, ce que l'Université de Montréal m'a apporté, c'est cette constante quête de se poser des questions, d'y répondre. C'est ça, la curiosité. Donc, moi aussi, c'était des professeurs chercheuses de l'Université de Montréal. Je vais le nommer David McFarlane, un premier mentor qui m'a amené à dire, je suis allée le voir, je me suis levée, j'ai dit, David, y a-t-il un lien entre les troubles de déglutition chez l'enfant puis l'apparition de troubles de langage tardif? Parce que tu me dis que chez l'adulte, il y a de la recherche puis il y a des connaisses. Puis il me dit non. Puis c'est comme ça qu'on a parti. Ma maîtrise de recherche était portée là-dessus. On a fait 2 études rétrospectives et là, il continue avec son laboratoire à faire des études prospectives. Puis on a parti une ligne de recherche sur ces liens-là. On les a intégrés dans les pratiques quand j'étais chef professionnel. Et moi, comme clinicienne, j'ai intégré des questions par rapport à la déglutition, les troubles d'alimentation en bas âge. Donc, j'ai modifié ma pratique. Puis après, j'ai influencé la pratique des orthophonistes. Et maintenant, on forme la relève en orthophonie autour de cette thématique-là. Donc, voilà, curiosité et la quête constante de réponse à des questions non mal répondues, moins bien répondues dans l'état actuel des savoirs. Merci beaucoup, Cathy. Sonia? Ben, je ne répéterai pas ce que Tasnim et Cathy ont mentionné. Je suis tout à fait d'accord. L'amitié, la qualité des professeurs, les souvenirs de groupe, de travail d'équipe. Alors, ça, c'est vraiment impérissable comme souvenir. Mais moi, je vous dirais un autre souvenir important pour moi, qui est un peu dans la nostalgie. C'est quand j'ai gradué à la maîtrise en administration de la santé dans la grande salle, au pavillon principal, avec la toge et puis le chapeau. Puis j'avais à ce moment-là mon fils de 5 ans qui était là aussi avec mes parents, mon conjoint. Puis de lancer le chapeau comme ça. Pour moi, c'était comme... puis avec tout mon groupe, ça, c'était vraiment un beau moment. Puis c'est très important, ces moments-là. Alors, puis je vous dirais, aujourd'hui, vous allez dire peut-être que l'heure passe et que je commence à déconner, mais moi, toutes les fois que je vais à l'université puis que je vais au pavillon principal, le vieux pavillon, puis que je monte les marches, pour moi, c'est comme si je rentrais dans un grand monument. C'est comme, en tout cas, ça me fait encore ça aujourd'hui, puis pourtant, je co-préside le RUIS de Montréal. Alors là, avec les 2 dernières années, on a fait plus nos rencontres en virtuel, mais moi, c'est comme rentrer dans une grande chapelle. C'est que il y a quelque chose d'important. C'est beau, l'Université de Montréal. J'aime en arrière le U avec le M, le logo. J'aime tout de l'université. Merci beaucoup. Effectivement, ce beau pavillon Roger Gaudry qui reste à jamais gravé dans nos mémoires. Et ça me rend un peu triste pour les dernières cohortes qui, malheureusement, n'ont pas pu avoir leur collation de grade au pavillon. On a notre cœur qui brise un peu pour eux, mais c'est vrai que je suis diplômée, moi aussi, de l'Université de Montréal. Ce sont des souvenirs qui nous restent dans la tête. Je partage à 100% ce sentiment. Mais merci à vous 3. Il s'agissait de la dernière question. Merci de votre générosité, de votre candeur. Vous êtes réellement des modèles d'inspiration pour toutes les femmes qui aspirent à des carrières en santé. Et merci d'avoir répondu à l'appel, une fois de plus, pour votre université et pour la relève. Merci beaucoup.
Merci à vous. Donc, je tiens aussi à remercier tous les participants, donc tous et toutes qui nous suivez depuis chez vous. Nous sommes très heureuses d'avoir passé cette soirée en votre compagnie afin de souligner la Journée internationale des femmes. Avant de nous quitter, j'aimerais vous préciser que nous avons partagé ou nous partageons à l'instant un court sondage dans la zone de clavardage. Merci de prendre quelques minutes pour nous partager vos suggestions et commentaires. Je veux remercier mon collègue dans l'ombre, Jérémy Desport, pour la co-organisation de cet événement et pour le soutien lors de la période de questions. J'aimerais aussi remercier l'équipe du groupe de couverture d'événements de l'Université de Montréal, sans qui nos événements virtuels ne seraient pas possibles. Merci à notre partenaire d'affinité TD Assurance qui soutient les activités du réseau des diplômés des donateurs de l'UDM. Surveillez nos prochaines conférences organisées par le réseau. Vous trouverez tous les détails sur notre site, le lien, une fois de plus, affiché dans la zone de clavardage. Aussi, la deuxième saison du balado « Ça a changé ma vie » du réseau des diplômés des donateurs est disponible en ligne. Des diplômés nous racontent leur parcours unique et les liens qui les unissent à l'UDM. J'aime particulièrement l'épisode qui porte sur l'amitié. On en a parlé un peu. Vous pouvez écouter les 2 saisons sur notre site web. Finalement, et ça va faire un rappel au souvenir de Sonia. Grande communauté de l'UDM, l'université a traversé les époques, connu de grands moments d'histoire et vécu une multitude de rentrées et de collations de grades. Pour vous retrouver, vous remémorer de bons souvenirs et célébrer notre passage à travers le temps, nous vous convions à un grand rassemblement. Les toutes premières grandes retrouvailles de l'Université de Montréal auront lieu du 28 septembre au 2 octobre prochain. Je vous invite donc à le marquer à votre agenda parce qu'on va vous inviter sur le campus. Merci encore d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce soir et à bientôt.